Mesdames et messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, cher Bénédicte Savoie, dans un instant, Antoine Compagnon, qui a proposé votre nom et porté avec succès votre candidature, va vous présenter. Les auditeurs du Collège de France peuvent se réjouir de ce nouvel enseignement dont le contenu se devine à travers l'intitulé de la chaire « Histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe, 18e, 20e siècle ». Il s'agit évidemment d'histoire de l'art, mais vue de façon très peu classique, puisqu'au-delà des œuvres, vous vous intéressez à leur déplacement au gré des situations géopolitiques. En effet, un de vos concepts de prédilection est celui de translocation patrimoniale, et vous vous penchez, s'agissant des œuvres d'art, sur les lieux où elles sont, mais aussi sur ceux où elles manquent. Quiconque a visité le Parthénon, en a admiré au British Museum les frises offertes à Lord Elgin par l'Empire ottoman, comprend immédiatement de quoi il s'agit. Des exemples de ce type ne manquent pas. On pense aux guerres napoléoniennes et plus proche de nous, au Troisième Reich. Vous teintez ainsi de mélancolie la visite des musées nationaux. D'ailleurs, puis-je le rappeler, les situations géopolitiques ne font pas seulement bouger les œuvres, mais aussi parfois leurs auteurs, et plus largement les humains, ce qui nous rappelle au devoir d'hospitalité. J'aime, dans ce contexte, que vous écriviez que les choses de l'art et de la culture sont des biens communs à l'humanité, une humanité considérée dans son ensemble, au-delà des réflexes nationaux, voire chauvins. Vous nous en direz un peu plus dans un instant et au cours des années qui viennent, mais je dois maintenant rappeler que vous inaugurez la toute nouvelle chaire internationale. Ce n'est un mystère pour personne. Vous étiez pressenti pour une chaire pérenne, en Belgique ou en Suisse on dirait ordinaire, mais votre parcours exceptionnel fait qu'alors que vous aviez déjà été contacté, vous avez reçu le prestigieux prix Gottfried Wilhelm Leibniz, dont le montant de 2,5 millions d'euros doit être dépensé par vous en tant que professeur titulaire dans des travaux menés au sein d'une université allemande, en l'occurrence l'Université technique de Berlin, où vous professez depuis 2003. Comme vous ne pouviez être simultanément titulaire de deux chaires, et comme nous tenions à vous, l'Assemblée des professeurs a créé cette nouvelle chaire d'une durée de 5 ans, en attendant que des solutions plus pérennes soient trouvées pour faire face à ce type de situation. On ne peut concevoir que le Collège de France amoindrisse son aura international. Une possibilité eût été que le Collège de France vous offre un budget équivalent, ce qui vous aurait permis de faire le choix de notre institution, je l'espère, sans perdre en moyens de travail. Mais il faut l'admettre, ce n'était pas à notre portée. Et si nous allons un peu plus loin, révélons que vous partagez ce prix avec une autre Française, la biologiste Emmanuelle Charpentier, qui a participé à la découverte du système CRISPR-Cas9, force est de constater que notre pays, il ne s'agit pas seulement du Collège de France, cette fois-ci, perd de son pouvoir d'attractivité, et que s'il est encore capable de produire, excusez le terme, des intellectuels de très haut niveau, il est de moins en moins capable de les retenir ou de les faire revenir. Cela devrait nourrir la réflexion de ceux qui se bousculent pour occuper le fauteuil présidentiel, celle aussi de leurs conseillers. Mais il faut le constater, la question de l'attractivité de notre pays dans les domaines de la science et de la culture est gravement absente des débats et des programmes. Elle est pourtant essentielle si nous voulons participer à la vie intellectuelle mondiale et ne pas nous résigner à une division du travail de plus en plus évidente entre différents pays de l'Europe. Spécialisation qui amplifiera l'exil des chercheurs français. Il n'y a pas que les œuvres d'art qui bougent. Sur ce, je passe la parole à Antoine Compagnon pour qu'il vous présente en bonne et due forme, non sans vous avoir souhaité, une fois encore, la bienvenue. Monsieur le ministre, monsieur l'administrateur, chers collègues, chers Bénédicte, chers amis, c'est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui. Vous êtes élu donc pour 5 ans, Alain Prochian vient de le répéter, dans une chaire internationale intitulée « Histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe, 18e, 20e siècle ». Cette chaire s'inscrit impeccablement dans la lignée des chaires relatives aux beaux-arts dans cet établissement, mais elle propose également une inflexion, elle atteste une variation de point de vue.
L'esthétique, ou l'histoire de l'art, a trouvé sa place au Collège de France en 1878, et elle s'y est installée de façon quasi continue depuis cette date. Elle fait donc partie des matières fondamentales enseignées dans cette maison, où la discipline a été représentée par des personnalités éminentes, parfois même par 2 professeurs en même temps. Il n'est pas inintéressant, me semble-t-il, de rappeler que le premier titulaire pour qui la chaire fut créée, sous le titre d'Esthétique et Histoire de l'art, fut Charles Blanc. Il était le frère de Louis Blanc, journaliste républicain, membre du gouvernement provisoire en février 1948, défenseur du droit au travail, promoteur des ateliers nationaux, exilé pendant 20 ans avant de redevenir député sous la Troisième République. Charles Blanc, le nôtre, fut directeur des Beaux-Arts en février 1848 et jusqu'en 1852, c'est-à-dire ministre de la Culture à cette époque-là. Puis de nouveau en 1870, à la chute du Second Empire. C'était donc lui aussi un bon républicain, mais le rédacteur en chef de la Gazette des Beaux-Arts, publication fondamentale dans cette discipline, et l'auteur d'une monumentale histoire des peintres de toutes les écoles, en 14 volumes. Et la chaire conserva longtemps ce titre, Esthétique et Histoire de l'art, et les titulaires successeurs témoignent d'une définition encore flottante de la discipline. Un sculpteur, Eugène Guillaume, un poète, Georges Lafenêtre, qui était aussi conservateur du musée du Louvre, et il vint ici juste après avoir organisé une exposition très importante au Louvre dont je dis un mot puisqu'elle montre déjà un de vos intérêts. Georges Lafenêtre venait d'organiser en 1904 une exposition sur les primitifs français. C'était une riposte à la fameuse exposition des primitifs flamands qui avait eu lieu en 1902 à Bruges et qui est l'une des premières expositions monumentales pour laquelle tous les touristes culturels se pressèrent en Europe. Il s'agissait donc de montrer que la France avait, elle aussi, des peintres qui valaient bien les primitifs italiens et flamands, successivement inventés, quitte à récupérer Roger van der Weyden sous le nom de Roger de la Pasture. Cette découverte, disait Georges Lafenêtre, vise à réparer l'injustice d'un long oubli et à exalter l'art français avant que les renaissances italiennes et flamandes ne l'emportent sur lui dans la définition de l'art européen. Et c'est le début d'une longue querelle des primitifs français qui s'étendit jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Du reste, son successeur modifia le nom de la chaire et elle devint Histoire de l'art français, montrant bien quel était l'intérêt. Et pourtant, c'était un byzantiniste, Gabriel Millet. Non, c'est son successeur, excusez-moi. J'en viens aux grands qui ont occupé cette chaire. Henri Faucillon, juste avant la Seconde Guerre mondiale, très notable, mais malheureusement, son séjour dans cette maison fut très bref, puisqu'il quitta la France occupée pour les États-Unis et il y mourut après avoir été révoqué par Vichy pour propagande gaulliste. À ses côtés, il y avait eu, c'était un moment où il y avait 2 professeurs d'histoire de l'art, Paul Léon, qui lui aussi était un ancien directeur des Beaux-Arts de la Troisième République et qui lui aussi fut révoqué par Vichy, mais dès décembre 1940, lors de l'entrée en vigueur du statut des Juifs. C'est bien, comme je le disais, qu'il y eut une parenthèse pendant laquelle l'histoire de l'art ne fut pas représentée au Collège de France à la suite de ces 2 révocations de Vichy. Et c'est seulement en 1951 que René Huyghe fut élu, lui aussi conservateur au musée du Louvre, dans une chaire de psychologie des arts plastiques. Et je crois que ça témoigne à ce moment-là de la maturité de la discipline, bien installée dans le haut enseignement français, puisque nous eûmes ensuite 2 professeurs simultanément, notamment André Chastel, longtemps, pour l'art et la civilisation de la Renaissance en Italie, et Jacques Thuillier pour l'histoire de la création artistique en France. Pendant une longue période, il y eut donc 2 chaires d'histoire de l'art resplendissantes sur l'Italie et sur la France. À leur suite, Roland Recht intitula sa chaire « Histoire de l'art européen, médiéval et moderne », les intitulés se taillant de plus en plus sur mesure. Vous aurez observé l'alternance des conservateurs et des professeurs et l'intérêt marqué de certains titulaires pour le patrimoine,
notion avec laquelle renoue justement votre projet d'histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe. Il s'agit d'un champ de recherche relativement nouveau, mais qui s'est amplement développé depuis les travaux de Francis Haskell sur l'histoire sociale de l'art, l'histoire du marché de l'art, l'histoire des collections, l'histoire des musées, l'histoire des expositions. Haskell est notamment l'auteur d'une magnifique étude de cette exposition de Bruges en 1902 qui lança cette mode des grandes expositions. Il est, Francis Haskell, je voudrais aussi l'évoquer, puisqu'il a donné ici une série mémorable de leçons à l'invitation d'André Chastel et de Jacques Tuillier au printemps de 1985, leçons qui étaient exactement l'annonce de votre sujet, l'historien et les beaux-arts, des relations difficiles. Et la 5e de ces leçons avait pour titre « Beaux-arts et histoire de la culture ». Je songe donc à lui en vous présentant, car ses travaux portaient sur la même période que les vôtres, mais dans d'autres régions de l'Europe, notamment ces redécouvertes en art, aspects du goût et de la collection en France et en Angleterre, 1789-1914. Vos premières recherches s'attachaient en effet aux spoliations françaises d'œuvres d'art en Allemagne autour de 1800, et donc, comme Haskell, à l'intense circulation des œuvres durant les années de la Révolution et de l'Empire. La période abordée dans ce premier travail est celle qui vous tient le plus à cœur. Mais vos recherches vous ont incité à vous intéresser à toutes sortes d'autres sujets et à emprunter des voies de traverse d'une grande originalité pour enquêter sur eux. Mais je dois d'abord rappeler que vous êtes une germaniste de toujours, passionnée de culture allemande, dès avant le baccalauréat, qui avait passé la meilleure partie de vos années de l'école normale supérieure à Berlin. Et vous avez toujours cherché à y retourner, d'abord au centre Marc Bloch, puis à l'université technique, où vous êtes titulaire d'une chaire d'histoire culturelle des arts. Bénédicte Savoie a consacré plusieurs ouvrages à des questions de patrimoine en adoptant des perspectives variées. La création des grandes institutions culturelles et les motivations parfois politiques et non pas seulement culturelles qui menèrent à leur création, comme le Louvre de Napoléon ou les musées de Berlin au XIXe siècle. Elle a étendu ses recherches à des notions à l'heure actuelle très débattues d'identité nationale. Quel que soit le sujet que Bénédicte Savoie aborde, par exemple les frères Humboldt, et c'était à l'occasion de l'exposition sur les frères Humboldt réalisée à l'Observatoire dans le cadre de PSL que nous nous sommes connus. Ou bien encore les films de propagande nazie, ce qui frappe, c'est toujours la curiosité du regard, l'anticonformisme de l'approche, un angle de vue d'emblée surprenant, mais pour finir toujours convaincant. Outre son enthousiasme tant pour la recherche que pour l'enseignement, Bénédicte Savoie n'a pas eu peur de provoquer les esprits, de susciter la réflexion, mais sans le faire jamais gratuitement. Elle repense les sujets de son choix, les réexamine avec un grand scrupule scientifique, sans se laisser impressionner par les travaux qui l'ont précédé. Ses recherches portent donc sur l'histoire, l'art et la culture du XVIIIe siècle à nos jours. Elle s'intéresse aux relations entre les différents pays de l'Europe, notamment aux échanges culturels et scientifiques entre la France et l'Allemagne. Sa méthode de travail est caractérisée par l'utilisation de nombreuses sources primaires, dépouillées dans les archives et dans les réserves des musées. Elle a mis au jour des documents qui modifient nos idées reçues, par exemple dans le cas de Nefertiti, une affaire franco-allemande publiée il y a quelques années. Elle défriche également des corpus peu explorés, comme la filmographie et les journaux et lettres de voyageurs. Par ses audaces, elle passionne ses auditeurs. Son rayonnement personnel lui a permis de mettre sur pied différents groupes de travail, non seulement à l'Université technique de Berlin, mais aussi à une échelle interdisciplinaire et internationale. C'est une chercheuse à la fois minutieuse et d'une grande productivité, très active sur la scène académique et sur celle des musées. L'impact de ses travaux est aujourd'hui reconnu en Allemagne, en France et dans le monde. Elle sait faire travailler des équipes nombreuses. Divers prix ont récompensé ses expositions et ses publications, prix de l'Académie de Berlin et prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française en 2015, et surtout, déjà évoqué, le prestigieux prix Gottfried Wilhelm Leibniz du Fonds de recherche allemand en 2015 également, au lendemain du jour où nous prîmes contact avec elle pour lui parler du Collège de France.
Bénédicte Savoie est une personnalité majeure dans les sciences humaines et le monde des arts et des musées, à Berlin et à Paris. Authentique européenne, elle est devenue un truchement culturel indispensable entre la France et l'Allemagne. Sa double culture française et germanique est manifeste dans tous ses travaux, car elle passe sans peine de l'une à l'autre de ces deux langues et cultures, sur le modèle des frères Humboldt, justement. À ce point de sa carrière, il était indispensable qu'elle revienne, au moins en partie, dans sa ville natale, et nous sommes heureux que le Collège de France puisse l'accueillir. Sa présence parmi nous sera un enrichissement évident, non seulement pour le Collège, mais aussi pour le monde parisien, français de l'histoire de l'art, dans les facultés et dans les musées. Le premier cours qu'entame aujourd'hui Bénédicte Savoie est intitulé « À qui appartient la beauté ?» Il portera sur une série d'objets qu'elle connaît bien, tels Néfertiti, les prises du Parthénon, abordés du point de vue de leur statut historique, artistique, culturel, esthétique. Ces objets ont en commun d'avoir été inventés après coup, et le problème posé est celui de cette transmission qui va du présent vers le passé. Ce sera une fois de plus un sujet provoquant et original. C'est donc avec enthousiasme que nous nous apprêtons à l'écouter. Monsieur le ministre, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chères équipes du Collège de France, chers et chers collègues, chers amis. On entend dire parfois que l'art donne du courage, ou de la force, ou de l'allégresse. Devant des fresques du XVe siècle toscan, le grand historien de l'art Henri Faucillon disait même éprouver un sentiment de sécurité intellectuelle. Je ne sais pas ce que c'est, moi, la sécurité intellectuelle face à une œuvre d'art. Il faudrait en parler ensemble et en parler longtemps. Mais ce que je sais en cet instant et en ces lieux, c'est qu'il m'en faudrait, et qu'il m'en faudrait même beaucoup, de la sécurité intellectuelle pour prendre la parole devant vous. Alors cette sécurité, ce courage, si on veut, j'ai pensé qu'aujourd'hui, 3 œuvres pourraient me la donner, qui d'ordinaire sont sur ma table de travail à Berlin. Elles font partie là-bas de mon paysage, comme on dit, et comme 3 vieilles amies, elles ont fait le voyage pour partager cette table-ci avec moi, la table la plus longue et la plus intimidante de l'histoire du mobilier académique. 11 mètres. Ce qu'en cet instant, ces œuvres partagent aussi avec moi, qui revient à Paris après 24 ans passés à Berlin, c'est une certaine expérience du dépaysement. Le dépaysement, c'est par exemple de parler en public, dans sa langue maternelle, de choses pensées dans une autre langue. Passer d'une langue à l'autre, c'est passer d'une pensée à une autre, d'une épaisseur historique à une autre, d'émotions et de repères collectifs à d'autres. C'est éprouver à chaque passage comment se forme, se déforme et se réforme la perception de soi et des choses lorsqu'on se laisse affecter par autrui. Et c'est à chaque passage acquérir la conviction plus forte qu'il n'y a pas d'identité naturelle établie une fois pour toutes. Vivre à Berlin au début du XXIe siècle, c'est être confronté au jour le jour avec les traces omniprésentes du passé nazi de l'Allemagne, qui depuis un demi-siècle font l'objet d'un impressionnant travail de mémoire individuel et collectif. Mais c'est aussi partager l'héritage du communisme, une proximité géographique et historique toute naturelle avec les pays dits de l'Est, l'expérience d'une ville ouverte depuis la réunification à la jeunesse créatrice du monde entier et depuis 2 ans aux familles nombreuses qui ont fui la guerre au Moyen-Orient. Pour désigner les gens comme moi, la langue française a inventé le vilain mot d'expatrié, qui dans les dictionnaires du XVIIIe siècle est synonyme d'absent. Absent pour les uns, présent pour les autres. À cet égard aussi, l'expatrié et le patrimoine ont un destin commun. Mais assez parlé de moi. Permettez-moi de vous présenter donc ces 3 œuvres qui ont, dans le temps et dans l'espace de l'expatriation, une expérience bien plus considérable que la mienne. Vous voyez ici la tête d'Akhénaton, le mari de Néfertiti, qui est le père probable de Toutankhamon.
L'original a été sculpté il y a 34 siècles par un artiste égyptien, découvert il y a à peu près 100 ans dans les sables de Tel El Amarna par un archéologue berlinois, transporté aussitôt sur l'île des musées à Berlin en 1913, où il a électrisé les avant-gardes artistiques, littéraires et les premiers tenants de la psychanalyse, de Rainer Maria Rilke à Thomas Mann, en passant par Karl, Abraham et Sigmund Freud. On pensait à l'époque qu'Akhénaton et Moïse, le premier prophète du judaïsme, étaient la même personne. Depuis 1914, l'atelier de moulage des musées de Berlin fait commerce d'une copie de cet Akhénaton peint à la main et monté sur socle. Il se vend très bien, paraît-il. Le mien date de 2012. C'est ensuite, ici, une figure perlée originaire de la région de Fumban, dans l'ouest du Cameroun. Son âme est en bois, elle est recouverte d'un tissu, puis d'une broderie de perles multicolores et d'une couronne de coquillages précieux. Les statues perlées comptent parmi les œuvres les plus connues du patrimoine des Bamilékés, plus particulièrement du sultanat de Bamoun. On en trouve dans tous les musées du monde, au Quai Branly, à Berlin, à Genève, au Metropolitan, au British Museum, etc. Depuis le XVIe siècle, les perles de verre dont elles sont faites proviennent en grande partie de Murano, près de Venise. Pour ce qui est de mon exemplaire, j'ai vérifié, les perles sont en plastique. Il était dans une vitrine d'une boutique de la Knesebeckstraße, près de la Technische Universität de Berlin, quand je l'ai trouvé. Son pied est cassé. Le vendeur allemand n'a pas voulu ou n'a pas su me dire ni son âge ni son origine. Son air usé ou un peu sale a été obtenu par une couche de matière noire ajoutée après coup pour faire authentique. De toute évidence, il vient du Cameroun, mais il a été créé pour l'exportation, pour les touristes. Peu importe, je l'aime quand même. La troisième, c'est celle-ci, n'est pour ainsi dire que le souvenir d'elle-même. C'est un moulage en plâtre réalisé sur une statuette du XVe siècle dont l'auteur est un sculpteur italien de Bologne, Niccolò dell'Arca. L'original du XVe siècle est porté disparu depuis 1945. Sa dernière adresse connue est le Flak-Bunker du zoo de Berlin, où avaient été mises à l'abri les collections des musées pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle représente le moine franciscain Bernardino da Siena, mort à L'Aquila en mai 1444, qui avait l'habitude de lire en marchant. Un négociant de Bologne l'a vendu au musée de Berlin en 1897 pour la somme de 2000 marks, ce qui correspond à la moitié du salaire mensuel du Reichskanzler de l'époque. Soit l'original de Berlin a été effectivement détruit dans l'incendie du Flak-Bunker en 1945, soit il a été emporté par l'armée rouge en URSS et caché depuis, comme d'autres milliers d'œuvres, dans les caves d'un musée, soit il a été pris en souvenir par un GI ou un officier américain à la fin de la guerre. On n'en sait rien. Pour désigner ce genre d'œuvre dont la trace est perdue, les Allemands se sont accordés sur un mot qui est le mot verschollen, dérivé de verschallen, qui veut dire qui a arrêté de faire écho, qui a arrêté de résonner. On pourrait dire qui a arrêté de chanter. De l'original disparu, il ne reste plus aujourd'hui qu'une photographie en noir et blanc et un moule négatif réalisé par l'atelier des moulages des musées de Berlin, la Gipsformerei. Et c'est de ce moule qu'est issu mon fantôme de la Renaissance. On sent encore sous les doigts les cicatrices du plâtre. Akhénaton, Bernardin, le joueur de tambour Bamiléké, 3 œuvres, 3 sémiophores, comme dirait Christophe Paumian, 3 idées du beau et de l'art, reliées par la tendresse que, pour 1000 raisons, elle m'inspire. Comme les centaines de milliers d'objets conservés dans les musées du monde, ceux-ci ont traversé l'espace, de l'Égypte à la Prusse, de l'Italie du Nord à Novosibirsk, Irkoutsk ou Oklahoma City, d'une chefferie Bamiléké à l'amphithéâtre Marguerite de Navarre. Ils ont voyagé, subi des dommages, été restaurés, copiés, moulés, transformés. Ils ont fait l'objet d'appropriations symboliques et réelles. Ils ont une valeur affective, pour moi par exemple, une valeur économique,
culturel, historique, politique, local et global. Et surtout, ils ont traversé le temps. Akhenaton a 3367 ans environ, dont 3260 passés dans le sable et 83 dans une vitrine de musée, le reste dans des bunkers pendant la guerre. Bernardin a 5 siècles et demi environ, dont 45 ans de vitrine et 72 ans portés disparus. La figure perlée du Cameroun n'est sans doute pas plus vieille que vous et moi, mais la technologie dont elle témoigne nous transporte dans l'Afrique du XIIe siècle. C'est dans le télescopage de ces espaces et de ces temporalités que s'inscrit la chaire d'histoire des patrimoines artistiques en Europe que vous avez créée à mon intention. Et je vous remercie, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, de m'accueillir aujourd'hui au sein de votre prestigieuse assemblée. Ma gratitude va tout particulièrement à Marc Fumaroli, grand connaisseur des arts et des musées, qui m'a accordé sa confiance et son soutien constant. À Carlos Sola et Antoine Compagnon, qui ont énergiquement défendu la création de cette chaire et m'ont prodigué de précieux et amicaux conseils. À l'administrateur de ces lieux, Alain Prochian, dont la créativité institutionnelle, la souplesse et le charme ont rendu possible, en accord avec Christian Thomsen, le président de la Technische Universität de Berlin, que je salue aussi ce soir, une espèce de miracle franco-allemand. Comme toutes les choses vivantes, cette chaire a une double hélice génétique. L'une vient de Michel Espagne, qui m'a plongé très tôt dans l'exigeante et stimulante marmite des transferts culturels et de l'histoire transnationale. Et l'autre de Pierre Rosenberg, qui au même moment m'a fait découvrir et aimer le monde des musées, des conservateurs et des collectionneurs, avec leur rationalité bizarre, leurs traditions et leurs pratiques singulières. Que l'un et l'autre en soient très affectueusement remerciés. Je remercie aussi Thomas Getkens et Étienne François, qui, l'un à Paris et l'autre à Berlin, ont guidé les pas de toute une génération de jeunes historiens français et allemands qui, comme moi, n'avaient pas tout à fait 20 ans lorsque le mur de Berlin est tombé. Et puisque je n'ai cité que des hommes, permettez-moi d'adresser une pensée particulière ce soir à la femme la plus extraordinaire du monde, mon amie Elisabeth Beyer, à Berlin. Mais plus j'y pense et plus je parle, monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers amis, plus j'y pense et moins ces 3 œuvres me donnent ici le sentiment de sécurité escompté. Au contraire même. Bien sûr, c'est le propre de l'art, elles sont l'indice d'une spiritualité, elles témoignent de la créativité de l'espèce humaine par-delà les époques et les frontières, et en ce sens, oui, ce sont des valeurs stables et sûres. Et pourtant, c'est un sentiment d'inquiétude qui me saisit dans ce face-à-face entre elles et vous. Car ce que ces objets racontent aussi, chacun pour soi, et dans leur réunion fortuite sur cette table, ce sont des histoires de guerre et de rupture, de mémoire et d'amnésie, de lignes brouillées, de captation et de capture. Des histoires, vous en conviendrez, qui déstabilisent plus qu'elles ne rassurent. D'ailleurs, pour être tout à fait franche, de ma place et devant vous, je ne sais pas au juste qui regarde qui. Est-ce que c'est une assemblée de femmes, d'hommes et d'enfants plutôt européens, nés, disons, entre 1932 et 2007, qui posent ces regards multiples sur ce portrait égyptien, ce tambourinaire du Cameroun et ce moine de la Renaissance ? Ou n'est-ce pas plutôt le contraire ? L'Égyptien, le Camerounais et l'Italien de la Renaissance qui vous regardent, comme ils ont regardé des générations de mortels avant nous et comme ils regarderont les générations à venir. C'est les deux, bien sûr. Et l'inquiétude que génère ce croisement de regards est une inquiétude positive, de celle qui donne envie d'en savoir plus et de savoir mieux, en variant les perspectives, les focales et les échelles, en accordant aux objets une valeur de source historique à part entière, en pensant le patrimoine comme une rencontre toujours renouvelée
entre des mortels, c'est nous, et des immortels, ou presque, c'est eux. Toute recherche scientifique part, je crois, de ce moteur d'inquiétude positive. Mesdames et messieurs les professeurs, chers et chers collègues, chers amis, il existe depuis le Moyen Âge une Russie allemande, une Allemagne italienne, une Italie normande, une France anglaise, etc. Après avoir longtemps participé à l'effort commun de toutes les sciences de l'homme pour définir en Europe des identités collectives homogènes, juxtaposées les unes aux autres et découpées selon des logiques d'affirmation nationale, l'historiographie a entrepris ces dernières années une révision systématique de ces constructions héritées du XIXe siècle. J'ai déjà évoqué Michel Espagne, ses transferts culturels, l'histoire croisée, les connected, shared et entangled histories placent l'hybridation et la migration au cœur même de l'idée de culture. Elles refusent de considérer les entités nationales comme des espaces unis et clos. Elles insistent au contraire sur le processus de croisement transfrontalier et les imbrications multiples entre aires culturelles parfois éloignées. Dans ce contexte historiographique, la création d'une chaire d'histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe témoigne du souci qui vous anime de faire entrer l'histoire des objets au Collège de France. Non que les objets en aient été jusqu'à présent absents, bien au contraire, et Antoine Compagnon a rappelé la tradition de l'histoire de l'art ici. D'ailleurs, la plupart des disciplines enseignées ici, en train de se faire depuis des siècles, ont des objets pour sujet. Je pense notamment aux chaires actuelles de civilisation mésopotamienne, pharaonique ou d'Asie centrale, à l'archéologie méditerranéenne et à l'anthropologie. Depuis une dizaine d'années, la chaire de création artistique a donné la parole à d'éminents artistes faiseurs d'objets. Et en 2002, la leçon inaugurale prononcée par l'historien de l'art Roland Recht s'intitulait même « L'objet de l'histoire de l'art », mais c'est la discipline et ses méthodes, surtout, dont Roland Recht interrogeait les ressorts avec beaucoup de profondeur. Ce que, pour ma part, j'aimerais tenter ici, en décloisonnant les champs chronologiques et les aires culturelles, en privilégiant les thèmes à risque et en multipliant les perspectives, c'est surtout deux choses. Premièrement, explorer, par le biais des objets, les possibilités d'écriture d'une histoire transnationale de l'Europe qui ferait la part belle au dialogue des disciplines et des historiographies. Et deuxièmement, envisager la question des musées, des collections, de la cultural property, comme on l'appelle dans le domaine anglo-saxon, comme un fait anthropologique et politique majeur de notre époque et un défi pour l'avenir. En ce sens, la chaire d'histoire culturelle des patrimoines artistiques est aussi une chaire d'histoire prospective et expérimentale. Elle revendique le droit au doute, le droit à l'erreur, le droit à l'irrésolution. Elle ne s'oppose pas à l'histoire de l'art classique, elle dialogue avec elle, la complète et s'en nourrit. Avant 1789, sous l'Ancien Régime, quand l'Europe parlait français, pour reprendre le beau titre de Marc Fumaroli, les œuvres collectionnées par l'aristocratie et les souverains d'Europe servaient surtout ce que Charlotte Guichard appelle des politiques du goût. De Saint-Pétersbourg à Lisbonne et de Stockholm à Naples, en passant par Londres, Dresde ou Vienne, un maillage serré de galeries et de musées portait partout en Europe, sauf en France où il n'y avait pas encore de musée public, le projet d'une éducation esthétique de l'homme. C'est par la beauté qu'on arrive à la liberté, écrivait Frédéric Schiller. Les savants de la République des Lettres, qui étaient mobiles et polyglottes, se déplaçaient eux-mêmes pour aller à la rencontre de cette beauté là où elle se trouvait, à Rome, à Naples, dans les musées publics d'Italie et d'Allemagne. Montesquieu, par exemple, considère à Düsseldorf que la galerie de tableaux se roit très belle dans Rome même et qu'elle n'a pas sa pareille en Allemagne. Le peintre Fragonard et son ami Bergeret trouvent que la galerie de Dresde est une ressource inépuisable pour les gens d'art et pour les amateurs qui perdent vraiment de temps en Italie et qui devraient plutôt, je les cite, se jeter dans les belles galeries de Dresden, Düsseldorf, Mannheim. Dans cette Europe des Lumières,
L'Antiquité gréco-romaine, la peinture italienne et flamande forment l'horizon d'un goût, de pratiques et de savoirs communs. Mais déjà, à la même époque, un petit peuple d'objets nouveaux et déracinés fait son entrée dans le paysage culturel européen. À Amsterdam, Londres ou Paris, dès le XVIIIe siècle, se négocient sur le marché de l'art des objets venus de loin, des Amériques, de Chine, des Indes, les exotica, comme on les appelle, souvent transformés pour être mieux vendus. Les expéditions scientifiques se multiplient, celle de James Cook dans le Pacifique, financée par le roi d'Angleterre, se solde par l'entrée de plusieurs centaines d'objets ethnographiques au musée de Göttingen, qui dépend alors de la couronne britannique. Une autre partie de la collection va à Vienne, une autre encore finit à Oxford. Comme dans un ciel étoilé, l'Océanie s'installe dans les armoires et les vitrines des capitales européennes. La lente incorporation studieuse et multiforme de ces objets exotiques dérange aimablement les certitudes esthétiques, historiographiques et anthropologiques établies. Qu'est-ce que la beauté ? Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que nous ? Qu'est-ce que les autres ? Voici quelques-unes des questions que soulèvent alors les casques à plumes, les armes en coquillage, les instruments de musique et autres peaux de bêtes peintes venues des lointains. Sous l'Ancien Régime, toutefois, posséder matériellement l'objet et se l'approprier intellectuellement restent deux catégories bien distinctes. C'est la Révolution française qui impose à l'Europe cette idée nouvelle dont nos musées, aujourd'hui, sont les héritiers directs, selon laquelle l'appropriation intellectuelle des objets d'art et de science, comme on les appelle alors, est nécessairement liée à leur appropriation matérielle. Qu'il faut en quelque sorte posséder Rome à Paris pour étudier l'Antiquité, ou posséder l'Égypte à Turin, Londres ou Berlin, et plus tard à New York ou Boston, pour que l'égyptologie scientifique puisse faire correctement son travail. Dans les visions les plus exaltées des théoriciens de la Révolution, les trésors de l'humanité doivent être réunis à Paris pour y garantir le progrès des sciences, mais aussi pour faire oublier au monde entier, je cite le législateur protestant François-Antoine Boissy d'Anglas, on est en l'an 2, pour faire oublier au monde entier que le vrai patrimoine de la France jusqu'alors, sous l'Ancien Régime, c'était la débauche, les abus, le luxe. Je le cite donc. Que Paris devienne donc la capitale des arts, qu'elle retrouve, dans l'avantage inestimable d'être l'asile de toutes les connaissances humaines et le dépôt de tous les trésors de l'esprit, une nouvelle splendeur, plus éclatante que celle qu'elle retirait de son luxe, de ses plaisirs factices et de tous les abus qui formaient jusqu'ici, en quelque sorte, son patrimoine. Paris doit être l'école de l'univers, la métropole de la science humaine et exercer sur le reste du monde cet empire irrésistible de l'instruction et du savoir. Difficile de dire plus explicitement le lien entre accumulation d'objets, production de savoir et fantasme de domination universelle. Au point qu'on est tenté de mettre en relation les objets du désir et le désir d'objets qui nous occupe ce soir, avec les catégories de libido anciennement décrites par saint Augustin, puis réinvesties dans un sens laïque au XIXe et XXe siècle. La libido sentiendi, qui est le désir d'essence au sens large, la libido siendi, qui est le désir de connaissance, et la libido dominandi, qui est le désir de domination. Quand on entre au Collège de France, je ne veux pas dire institutionnellement, mais physiquement, avec ses pieds, son corps, ses yeux, avec tous ses sens et ses préoccupations du moment, on est accueilli dans la cour d'honneur par une statue de Frédéric-Auguste Bartholdi, l'auteur très célèbre de la Statue de la Liberté à New York. Elle représente Jean-François Champollion. Champollion, tout le monde connaît. Né avec la Révolution française, trop jeune pour participer à l'expédition d'Égypte de Bonaparte, mais auditeur du Collège de France dès l'adolescence, nommé conservateur des collections égyptiennes du Louvre à 36 ans et premier à occuper une chaire d'égyptologie au Collège de France quelques années plus tard,
Champollion, c'est le représentant exact de cette génération d'Européens, à la fois acteurs et témoins du grand boom des musées universels en Europe au XIXe siècle. C'était il y a 10 jours. Difficile de vous décrire ma stupeur, ou disons mon incrédule consternation, quand dans la cour du Collège de France, j'ai regardé la statue de Champollion pour la première fois. Je veux dire regarder vraiment. J'étais en avance à un rendez-vous, je l'avais déjà vu 1000 fois bien sûr. Mais on regarde peu ou mal aujourd'hui ces monuments aux gloires nationales que la Troisième République a semés dans nos villes. Issus de la commande publique, ces monuments sont le témoin exemplaire de l'alliance entre idéologie et esthétique, surtout lorsqu'à la fin du XIXe siècle, l'État entreprend par leur biais de toucher l'homme et la femme dans la rue. Aujourd'hui, on les voit sans les voir. Ils font partie du décor urbain, si bien décrit par Maurice Agulon à la fin des années 70, qui déjà à l'époque, Maurice Agulon, constatait que la statuaire publique n'était plus guère regardée, je le cite, ni par l'automobiliste qui passe vite, ni même par le piéton qui, pour maintes raisons, n'est plus guère flâneur. J'avais un peu de temps et j'ai regardé Champollion. C'est un jeune homme, monumental et beau, qui paraît avoir 30 ans et mesure 2,40 m. Il est vêtu d'une redingote étriquée, d'une culotte collante et de courtes bottes à l'écuyère, comme on les portait en Europe autour de 1800. Il a des rouflaquettes. Appuyé sur le coude, le menton sur la main, il jette vers le sol un regard indéfinissable, tant les intempéries et la pollution ont altéré la surface de son visage. Le marbre blanc dont il est fait est abrasé et un peu sale. Sa jambe gauche est très relevée, comme celle d'un voyageur qui aurait posé le pied sur un rocher à la faveur d'une halte. Mais ce n'est pas un rocher qu'il a sous le pied. C'est une statue décapitée de l'ancienne Égypte. La tête, majestueuse et brisée, d'un pharaon qui pourrait être Ramsès II. Le socle de la statue porte en grandes lettres le nom de Champollion. L'œuvre est datée et signée sur le côté droit, Auguste Bartholdi, 1875. Le pied botté du savant, c'est nous, sur la tête sacrée du pharaon. En voyant cela, j'ai été saisie de cet effroi que Walter Benjamin et mon ami germaniste Karin Winckelvoss appellent le souvenir du jamais vu. Le retour du refoulé colonial dans le croisement fortuit de temporalités divergentes. La mienne, celle d'une mortelle berlino-parisienne de 2017 qui n'a jamais vraiment prêté attention à l'iconographie politique des grands hommes dans la rue et attend un rendez-vous dans la cour du Collège de France. Et la sienne, celle d'une statue de marbre vieille d'1 siècle et demi, qui depuis des décennies raconte à qui veut l'entendre, gratuitement et à ciel ouvert, ce qu'elle racontait déjà en 1875, quand la France et l'Europe dominaient le monde. Dans l'art occidental, l'iconographie du pied sur la tête coupée est réservée à la représentation de David, vainqueur de Goliath, ou, lorsque la tête est celle d'une bête féroce, à l'image d'archange ou de saint, terrassant le démon. Qu'a voulu dire Bartholdi, je l'ignore. Mais ce qui est certain, c'est que la statue de Champollion en dit plus sur l'histoire culturelle des patrimoines artistiques en Europe que n'importe quel livre, que n'importe quel cours et que n'importe quelle leçon inaugurale sur la question. La statue de Champollion est comme l'allégorie même de cette histoire, au sens premier d'allégorie, qui veut dire parler en public haut et fort sur un mode différent. Ce qu'à mon avis elle donne à voir, avec toute son insolence d'œuvre d'art créée pour durer, c'est l'alliance entre les 3 libidos que j'évoquais à l'instant. Celle qui, sensuellement, se porte vers la beauté de ce visage de pharaon, celle qui, intellectuellement, avec le jeune savant, s'attache à déchiffrer les vestiges d'une civilisation disparue, et celle qui se manifeste, pied sur la tête, dans l'acte de domination. Quand on la regarde aujourd'hui, en 2017, la statue de Champollion est un document à la fois insupportable et ultra précieux. Elle invite publiquement, dans l'une des institutions les plus capables de le faire, à penser les impensés du patrimoine et des musées en Europe. Elle rappelle à tout instant
à ciel ouvert, à qui veut l'entendre, que la médaille brillante et dorée de la culture et du savoir a toujours, ou presque, en Occident, un revers de violence symbolique et réel. Qu'il y a un versant diurne du patrimoine en Europe et un versant nocturne, que les deux aspects sont indissociables, qu'il faut s'efforcer de les penser ensemble, comme une unité contradictoire. Au musée, voir en même temps les objets là où ils sont et là où ils ne sont plus, c'est-à-dire dans les lieux où ils ont été pris. Jouir de la beauté et du savoir accumulés dans nos villes pendant des siècles, mais en jouir en toute connaissance de cause, en ayant à l'esprit les conditions de collecte des objets dans des contextes économiques, militaires, épistémologiques, asymétriques. Rendre visibles, pour mieux les maîtriser et pour mieux les mettre à distance, les contradictions internes et les tensions flagrantes qui travaillent l'idée même de musée depuis son origine. Prêter beaucoup d'attention, dans ce contexte, aux regards et aux voix des dépossédés. Et avoir bien à l'esprit ce que Barbara Cassin et son équipe ont montré de manière si convaincante, que les mots « musée » et le mot « patrimoine » et les concepts dont ils relèvent comptent parmi les grands intraduisibles des langues européennes. Champollion a donc 4 ans quand la France met en pratique sa doctrine du patrimoine libéré, selon laquelle les arts, étant un produit de la liberté, doivent être réunis au pays de la liberté, c'est-à-dire en France. Il a 6 ans quand l'Apollon du Belvédère et le groupe du Laocoon, ces statues antiques célébrissimes, découvertes à Rome à la Renaissance et conservées depuis sans interruption dans les collections pontificales, sont confisquées au Vatican sur ordre du Directoire et transportées à Paris pour être montrées au Louvre. Il a 7 ans quand les noces de Cana, peintes par Véronèse pour le couvent vénitien de San Giorgio Maggiore, sont décrochées de leur réfectoire et emportées en France. Il a 12 ans quand l'armée britannique confisque aux savants de Bonaparte une partie des trouvailles qu'ils ont faites en Égypte, dont la célèbre pierre de Rosette, qui est envoyée à Londres à titre de trophée militaire et exposée depuis au British Museum, dont je salue le directeur, Hartwig Fischer. Il a 26 ans quand le gouvernement britannique décide d'acheter les 120 tonnes de marbre de la frise du Parthénon, dont le diplomate Lord Elgin a organisé à ses propres frais le transfert de Grèce en Angleterre, et qu'Athènes réclame encore aujourd'hui. Musée, nation, patrimoine. Au XIXe siècle, la triade française, si magistralement étudiée par Dominique Poulot, étend son emprise sur l'Europe. Berlin, Londres, Paris, Vienne et Saint-Pétersbourg, pour ne citer qu'elles, investissent des sommes vertigineuses dans l'aménagement de leurs musées, qui sont aujourd'hui nos musées. On s'espionne mutuellement. L'histoire de l'art, les archéologies et l'ethnologie naissantes jettent leurs filets respectifs sur l'Europe et le monde. Dans l'Italie unifiée, les musées de Londres, Paris et Berlin écument le marché de l'art et rivalisent d'ingéniosité pour obtenir l'autorisation d'exporter des œuvres majeures. L'Espagne du siècle d'or fascine les capitales du Nord. En quelques années seulement, Berlin réunit la plus grande collection de tableaux de Rembrandt jamais formée hors des Pays-Bas. Au même moment, dans le dernier quart du XIXe siècle, une élite de collectionneurs privés, issus de la haute bourgeoisie d'affaires cosmopolites, acquiert sur le marché de l'art des œuvres d'art ancien d'une exceptionnelle valeur, formant des collections d'envergure mondiale dans toutes les grandes villes européennes, Istanbul, Moscou et Athènes comprises. Les arts décoratifs, la sculpture et l'orfèvrerie médiévale, la tapisserie, les arts de l'islam et d'Extrême-Orient, la Renaissance italienne et la peinture hollandaise du XVIIe siècle, les estampes et le dessin se disputent sur le marché de l'art les faveurs de ces collectionneurs avertis et fortunés, aux motivations souvent philanthropiques et patriotiques. Que l'on soit alors citoyen français, britannique ou allemand, en effet, investir dans une collection d'art dans le dernier tiers du XIXe siècle, c'est faire preuve non seulement de culture et de goût, mais encore de patriotisme. La pratique de legs et de donations aux musées nationaux des différents États étant alors très encouragée par les gouvernements et largement suivie par les collectionneurs. Adolphe Schloss, David et Pierre David Veil ou Alphonse Kahn à Paris, Calouste Gulbenkian et les Rothschild entre Paris et Londres,
James Simon à Berlin, les Camondo entre Istanbul et Paris. Les très grands collectionneurs de l'époque sont souvent issus de familles juives qui gratifient généreusement les musées publics de donations spectaculaires. On l'oublie trop souvent, ce sont précisément ces collections européennes, formées à partir des années 1870, qui feront l'objet plus tard, dans l'Allemagne nazie et dans les pays qu'elle occupe à partir de la fin des années 30, de spoliations systématiques liées à des discriminations raciales. Ce qui explique, permettez-moi cette parenthèse moins technique qu'il n'y paraît, que ce qu'on nomme en France les musées nationaux récupération, ou MNR, ces 2000 œuvres environ, spoliées pour partie à des familles juives françaises pendant l'occupation, restituées à l'État français après la guerre, mais que l'État français n'a pas encore rendues aux ayants droit des familles lésées, ce qui explique donc que ces MNR soient en grande partie et en grande majorité des objets d'art décoratifs, des dessins, des estampes, des tapisseries précieuses et des tableaux de maîtres anciens, Rubens, Boucher, Chardin, Fragonard. Lire online le catalogue des MNR aujourd'hui, c'est faire une plongée vertigineuse dans la richesse et la qualité des collections privées françaises du XIXe siècle. Alors donc qu'au XIXe siècle, le marché de l'art européen connaît un essor sans précédent, le perfectionnement des chemins de fer et de la navigation à vapeur, l'accélération des flux de marchandises et la concurrence des puissances européennes dans les colonies font du patrimoine de l'humanité hors d'Europe un autre enjeu majeur des politiques d'affirmation nationale en Europe. L'histoire de l'art n'a jamais été une science neutre. De même, l'ethnologie et l'archéologie, comme l'ont montré Alain Schnapp et Ève Grand-Emmerich, s'inscrivent alors et aujourd'hui encore dans des contextes politiques, diplomatiques et militaires précis où le tourisme et la religion jouent également un rôle important. À partir des années 1850, en Europe, l'archéologie biblique se déploie sur tous les territoires concernés par la Bible, Égypte, Mésopotamie, l'actuel Liban, la Syrie, la Jordanie et Israël. C'est la grande époque où les dépôts des musées d'Europe se remplissent de fragments de papyrus et de milliers de tablettes et de rouleaux cunéiformes dont le déchiffrement, tant ils sont nombreux, est encore loin d'être achevé aujourd'hui. Au même moment, l'Empire ottoman cède aux archéologues des capitales européennes, Allemagne en tête, de spectaculaires vestiges du passé grec en Asie mineure. Les ruines de l'hôtel de Pergame et la porte du marché de Milet, par exemple, quittent l'actuelle Turquie dans des centaines de caisses en bois et viennent grossir les collections d'antiquités de l'île des musées à Berlin, où elles font l'objet de reconstructions audacieuses. Au même moment, les colonies d'Afrique, d'Asie et d'Océanie paient elles aussi un lourd tribut patrimonial à l'Europe. Aux campagnes scientifiques du XIXe siècle s'ajoutent en effet les guerres de conquête et d'influence coloniale. En Chine, la seconde guerre de l'opium se solde par le transfert en Europe des trésors pillés conjointement par les armées françaises et britanniques dans le palais d'été à Pékin, dont les pièces les plus spectaculaires sont déposées au musée chinois de l'impératrice Eugénie à Fontainebleau. Vous pouvez encore les voir aujourd'hui. En 1897, une tristement célèbre expédition punitive de l'armée britannique au royaume du Bénin, au sud de l'actuel Nigeria, marque l'arrivée en Europe de ce que l'on a coutume d'appeler les bronzes du Bénin, qui font depuis quelques années l'objet de réclamations systématiquement éconduites par les musées et les gouvernements européens. Ces bronzes du Bénin sont un ensemble de plusieurs centaines de fragments métalliques des XVIe au XVIIIe siècle, richement décorés de figures humaines et animales en ronde bosse, qui ont été arrachés à leur emplacement d'origine et expédiés à Londres autour de 1900, puis ensuite dispersés sur le marché de l'art, où les musées de Berlin et de Hambourg notamment se sont portés largement acquéreurs. Aujourd'hui, ces bronzes sont répartis principalement entre les musées de Londres, Oxford, Hambourg, Berlin, Dresde, Leipzig et New York. Lorsqu'autour de 1800, ces bronzes arrivent dans les capitales européennes, le royaume du Bénin est alors présenté, je cite un article allemand contemporain de cette période, comme une exception culturelle sur le continent africain. On parle même à son propos, je cite le même article allemand, d'une presque civilisation. Stupéfaits, les historiens de l'art saluent alors dans ces œuvres une virtuosité qui leur rappelle la Renaissance ou l'âge baroque en Europe.
il peine beaucoup à en attribuer la paternité à un peuple africain. Mais il est vrai que c'est toute l'Europe qui peine beaucoup, autour de 1900, à se figurer que d'autres cultures, d'autres existences et d'autres désirs existent indépendamment d'elle. Dans ses célèbres lettres sur la crise de l'esprit, initialement publiées en anglais pour le public britannique dans une revue londonienne, Paul Valéry affirme à propos de l'Europe, nous sommes en 1919, « Les autres parties du monde ont eu des civilisations admirables, mais aucune partie du monde n'a possédé cette singulière propriété physique, le plus intense pouvoir émissif, uni au plus intense pouvoir absorbant. Tout est venu à l'Europe et tout en est venu. » Fin de citation. En matière d'accumulation patrimoniale, ce tout, pourtant, n'est pas venu à l'Europe sans résistance. Depuis l'Antiquité, les dépossédés ont une parole. Elle est sans doute moins facile à saisir pour l'historien européen que le discours des vainqueurs. Mais cette parole existe et forme, en matière de patrimoine déplacé, le terreau des revendications contemporaines. Dès la fin des années 1880, par exemple, le jeune intellectuel égyptien Hassan Taoufik al-Adl, venu d'Alexandrie à Berlin pour quelques années, note dans son récit de voyage ces mots échangés avec un employé du musée égyptien de Berlin. « Alors, me demande-t-il, en plaisantant, vous les trouvez comment vos trésors chez nous ?» Je lui réponds, « Très bien présentés, monsieur, et vous avez fait un bel effort pour préserver tant de beauté. Je suis content qu'il soit dans votre pays pour que vous gardiez de l'Égypte un bon souvenir. Et pourtant, de toute évidence, c'est à nous que revient plus légitimement le droit de les conserver. » On trouve, quand on les cherche, les traces précoces de ces résistances hors d'Europe. Mais on les trouve aussi, et très facilement, en Europe même, dans cette Europe où tout est venu et où l'accumulation d'objets précieux venus de loin n'a jamais suscité ni d'approbation collective, ni de consensus général. Dès la fin du XVIIIe siècle, de Paris à Londres et de Rome à Weimar, les transferts massifs de biens culturels et la violence qui les sous-tend provoquent des réactions de malaise dans les milieux éclairés. En Angleterre, Lord Byron s'insurge contre le transfert des frises du Parthénon d'Athènes vers ce qu'il nomme l'abominable climat nordique de l'Angleterre. En France, Antoine Chrysostome, Quatremer de Quincy, s'attaque violemment à la politique de conquête artistique du Directoire en Italie et décrit dans des pages admirables l'unité sacrée qui, selon lui, lie l'objet d'art et son contexte d'origine. Ce n'est, écrit-il, ni au milieu des brouillards et des fumées de Londres, des pluies et des boues de Paris, des glaces et des neiges de Pétersbourg, ce n'est ni au milieu du tumulte des grandes villes de l'Europe, ni au milieu de ce chaos de distraction d'un peuple nécessiteusement occupé de soins mercantiles que peut se développer cette profonde sensibilité pour les belles choses. Un demi-siècle plus tard, Victor Hugo, révulsé par le sac du palais d'été à Pékin, dénonce dans une lettre devenue célèbre un crime perpétré par la barbarie européenne contre la civilisation chinoise. En 1920, la revue L'Esprit Nouveau publie une enquête mémorable intitulée « Faut-il brûler le Louvre ?» En 1923, Paul Valéry, encore lui, écœuré par une visite du même Louvre, décrit, je le cite, « l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable », dans ce qu'il nomme une « maison de l'incohérence ». Et il ajoute « Notre héritage nous écrase ». 2 ans plus tard, à Berlin, le critique d'art Karl Einstein compare le musée d'ethnologie à une, je cite, « gigantesque chambre froide où gisent exsangues les trophées accumulés par l'avide curiosité de l'homme blanc ». La crise des musées que nous croyons diagnostiquer aujourd'hui est vieille au moins d'1 siècle. Et pourtant, il y a aussi la phase diurne de cette accumulation primitive de capital culturel dans l'Europe des XVIIIe au XXe siècle. Des émotions individuelles et collectives, des fécondations esthétiques et des cristallisations inattendues qui sont au cœur même de l'idée de culture et d'humanité. Culture non pas au sens arrêté de somme de connaissances,
mais culture au sens dynamique, d'élaboration et de construction que la langue allemande saisit par le terme de Bildung, building. Car dans les musées, les objets immortels, c'est eux, lorsque de génération en génération, ils croisent les temporalités et les préoccupations des mortels, c'est nous, ont sur eux un pouvoir de germination, qui est le pouvoir, en interagissant avec eux, de faire advenir des choses, des idées ou des formes non encore advenues. En paraphrasant la devise du Collège de France, on pourrait dire que dans les musées, on observe la culture en train de se faire. 3 exemples rapides. En 1901, c'est à Berlin que Guillaume Apollinaire écrit l'un de ses premiers essais littéraires. Il a 20 ans, il fait un tour d'Allemagne avec une famille qu'il a engagée pour donner des cours de français à une gamine. Son contrat est d'1 an, il ignore de quoi l'avenir pour lui sera fait. À Berlin, le musée de Pergame vient d'ouvrir au public. On y voit une reconstruction grandeur nature de l'hôtel de Zeus, découvert par des archéologues prussiens 20 ans plus tôt dans la province d'Izmir de l'actuelle Turquie. L'hôtel est orné d'une frise monumentale, la gigantomachie, qui représente la victoire des dieux sur les géants, c'est-à-dire de l'ordre sur le désordre. La frise est faite de 120 plaques de marbre haut de 2,30 mètres. Apollinaire se plante devant elle. Il écrit, dans un mélange d'enthousiasme face à la beauté sauvage de l'œuvre et de férocité caustique à l'égard des Allemands, « Mais que cela est beau! Quel magnifique poème de Pierre! Les dieux olympiens terrestres, marins et infernaux, les animaux, les géants, les monstres entremêlent furieux leurs membres parfois mutilés, les torses des déesses se cabrent sur les bras des héros, des faces se crispent, des bouches mordent. Cette œuvre, que des artisans sculptèrent dans de la pierre de grains très gros, sent tellement sa divinité que le voyageur, oubliant la foule des visiteurs à moustaches en croc et des femmes très laides, espère l'heure où mugiront les taureaux des hécatombes. Le texte est publié par la Revue Blanche. Il marque le début de la carrière littéraire d'Apollinaire. À Berlin, donc, en 1901, la créativité sauvage des Grecs du IIe siècle avant Jésus-Christ vient croiser celle d'un jeune homme un peu déboussolé, né à Rome de mère polonaise et d'un père italien, et de cette rencontre au musée, et d'autres bien sûr, émerge l'une des plus grandes voix de la littérature française au seuil du XXe siècle. À la même époque, on est en mars 1900, le compositeur munichois Richard Strauss est à Paris pour diriger 2 concerts l'amoureux. Romain Rolland le conduit au Louvre. Ils ont 35 ans tous les deux. Romain Rolland est maître de conférence en histoire de l'art à l'École normale supérieure rue d'Ulm. Strauss a aussi étudié l'histoire de l'art, mais il dirige désormais l'orchestre de l'Opéra de Berlin. De retour chez lui, Romain Rolland note dans son journal « Strauss a un véritable goût en peinture et un goût à la mode. Il admire beaucoup Chardin, Fragonard l'amuse, Boucher le déçoit un peu, il n'est pas sévère pour Greuze. Il a un peu trop de sympathie pour les paysages de Vernet. Mais il reconnaît la supériorité du grand Watteau. Il dit que cet embarquement, pour Citer, est une sorte de Märchenmalerei. Le bonheur et la facilité de vivre qui se dégagent de ce XVIIIe siècle le caressent agréablement. De son côté, après la même visite au Louvre, Strauss écrit dans son journal « Idée pour un ballet » intitulé « L'île de Citer » d'après Antoine Watteau. Et en effet, dans les semaines et les mois qui suivent, bien avant que Debussy ne soit à son tour touché au cœur par Watteau, le jeune Allemand s'embarque dans la composition d'une ample musique de ballet en 3 actes intitulée Kythera, Citer, demeurée à l'état de fragment, mais dont on trouve des thèmes dans Le Cavalier à la Rose, Ariane Anaxos et La Légende de Joseph. Pour Pierre Rosenberg, le pèlerinage à l'île de Citer est, je le cite, à la fois arrêt et action, un instant et hors de tout temps. On pourrait appliquer cette belle formule au musée en général, à la fois mise à l'arrêt des œuvres, immobilisée, emprisonnée pour toujours dans des vitrines et sur des murs, et action puissante, poignante de ces mêmes œuvres sur les générations qui passent devant elles.
Dernier exemple, l'art égyptien de la période d'Amarna dans le Berlin déjanté de l'avant-première guerre mondiale. La période d'Amarna, c'est ce court moment de rupture dans l'histoire de l'ancienne Égypte, quand le pharaon Akhénaton, c'est lui, décide d'abandonner les dieux, la capitale politique et l'esthétique de ses prédécesseurs pour imposer une nouvelle capitale, un nouveau culte et un nouvel art. En 1912, un atelier berlinois qui avait fait ses études à la Technische Universität de Berlin découvre lors de fouilles l'atelier intact d'un sculpteur d'Amarna. Ils sont entreposés des outils, des modèles, une vingtaine de portraits, dont celui de la reine Néfertiti, et des moulages en plâtre. Avec l'accord des autorités françaises, qui administrent alors les antiquités d'Égypte, l'ensemble est expédié à Berlin et exposé dans sa presque totalité sur l'île des musées pendant l'hiver 1913-1914. Les avant-gardes artistiques et la presse populaire sont médusés. Le réalisme radical de ces visages sortis de la nuit des temps, mais qui ressemblent tellement, comme elles le pensent, aux gens de 1913, transforme l'art d'Amarna en objet politique. Les journaux insistent sur le caractère démocratique de cet art pour tous, qui procure des émotions très fortes, même aux plus incultes. Les revues marxistes se félicitent de retrouver dans ces sculptures les distinctions sociales qui les occupent par ailleurs. En janvier 1914, les Sozialistische Monatshefte, les cahiers mensuels socialistes, expliquent ainsi que les visages d'Amarna ressemblent à ceux, je cite, de n'importe qui dans la rue, que les uns sont comme un ultime filtrage aristocratique de l'espèce humaine, tandis que les autres, les plâtres, semblent avoir été moulés, je cite, sur des prolétaires. Des têtes égyptiennes du XIVe siècle avant Jésus-Christ enrôlées dans la lutte des classes de l'Internationale ouvrière, un tableau français du 1er XVIIIe siècle qui, 2 siècles plus tard, fait surgir de la musique, des barbres hellénistiques de 2000 ans qui enfantent à Berlin un poème d'avant-garde. Les combinaisons et les exemples sont nombreux de nucléations culturelles inattendues dans l'espace des musées européens, avec une mention spéciale pour l'affolement qui saisit le peintre André Derain au British Museum à Londres en 1906. Il a alors 26 ans, et c'est la première fois, selon Philippe Dagen, qu'un peintre occidental s'arrête sur des sculptures extra-européennes. Une fois rentré à l'hôtel, Derain passe la moitié de la nuit à écrire une lettre hallucinée à son ami Henri Matisse. « J'ai été pour la 5e fois au British Museum. Là sont entassés, pêle-mêle, pour ainsi dire, suivez-moi bien, les Chinois, les Nègres, les Égyptiens, les Étrusques, Phidias, les Romains, les Indes. J'ai été obligée de sortir tellement j'avais les idées confuses devant tout cela. Je me suis insinuée à des milieux, à des vies étrangères à la mienne. J'ai donc agrandi ma conscience par autre chose que des mots, des sensations seules, définies avec, par des formes, des couleurs. Ce n'est plus une idée, mais c'est l'idée absolue, la conscience d'être. Conscience de l'être et goût de l'autre, incorporation de la substance d'autrui en substance de soi, décentrement et recentrement. À n'en pas douter, le musée est l'un des lieux où la singulière propriété physique de l'Europe, pour reprendre la formule de Paul Valéry, son extraordinaire capacité d'absorption et d'assimilation se manifeste avec force. Le musée est, ou a longtemps été, l'espace de rencontres formelles avec de vastes mondes, l'archive de la créativité humaine, l'un de ces endroits où l'histoire féconde l'avenir. Et si je ne craignais pas l'emphase, et si beaucoup de musées occidentaux ne s'étaient pas marchandisés et touristifiés à outrance ces dernières années, on pourrait presque dire qu'ils sont la maison de l'esprit. Mais qu'en est-il alors des objets, des endroits où les objets ne sont plus ? Que dire à ceux qui, hors de la maison, ont été privés de leurs biens par les violences ou les asymétries de l'histoire ? Comment justifier que les uns aient accès au patrimoine d'une humanité dont les autres sont tenus éloignés, physiquement ou économiquement ? Comment supporter que le capital symbolique et réel que génèrent ces musées ne fasse pas l'objet d'un partage ? Et comment ne pas vouloir, par les musées, grâce aux musées, parce qu'ils nous ont tant donné et que nous avons tant pris, s'engager dans une politique plus juste à l'égard des dépossédés.
En 1940, alors qu'il fuit les persécutions nazies, Walter Benjamin diagnostique l'incapacité des historiens traditionnels à entrer en empathie avec les vaincus. De manière significative, il le fait dans un des très rares passages de son œuvre où il est question de conquête artistique, de butin de guerre et de patrimoine. À qui s'identifie l'historien lorsqu'il écrit l'histoire ? Demande Walter Benjamin. Et sa réponse est « au vainqueur ». Et il poursuit, je cite l'excellente traduction d'Olivier Manoni, préfacée par Patrick Boucheron, « Quiconque a, jusqu'à ce jour, emporté la victoire, marche dans le cortège triomphal qui fait avancer les dominants actuels sur ceux qui sont aujourd'hui au sol. On emporte le butin dans le cortège triomphal, comme cela a toujours été la coutume. On lui donne le nom de patrimoine culturel. Et comme ce patrimoine culturel n'est lui-même pas exempt de barbarie, le processus de transmission au cours duquel il est passé de l'un à l'autre n'en est pas dépourvu non plus. Nous, les Européens, qui avons tant reçu et transmis et continuons de transmettre ces objets, nous sommes du côté des vainqueurs. Et d'une certaine manière, cela aussi, c'est un héritage qui nous écrase. Mais il n'y a pas de fatalité. La bonne nouvelle, c'est qu'en 2017, l'histoire de l'Europe ayant été ce qu'elle a été aussi pendant des siècles, une histoire d'inimitié entre nos nations, de guerres sanglantes et de discriminations péniblement surmontées après la Seconde Guerre mondiale, la bonne nouvelle, c'est que nous-mêmes, en Europe, nous avons à l'intérieur de nous-mêmes les sources et les ressources pour comprendre la tristesse ou la colère ou la haine de ceux qui, sous d'autres tropiques, plus loin, plus pauvres, plus faibles, ont été soumis par le passé à l'intense pouvoir absorbant de notre continent. Ou pour dire les choses plus simplement, il nous suffit aujourd'hui d'un minuscule effort d'introspection et d'un léger pas de côté pour entrer en empathie avec les dépossédés. Je prends un exemple français qui parle aux Français, mais qui concerne alors toute l'Europe. Nous sommes dans les années 1920, la puissante Amérique vient de prendre le leadership mondial. À Toulouse, un jeune avocat du barreau prononce à la séance de rentrée des avocats stagiaires un discours aussitôt primé, publié et largement diffusé. Son titre, « L'Elginisme », par référence au conte d'Elgine évoqué tout à l'heure, celui des frises du Parthénon à Athènes. Mais dans l'elginisme du jeune avocat toulousain, il n'est question ni de Grèce, ni d'Angleterre. C'est l'Amérique et ses dollars qui tourmentent le jeune homme. Monsieur le bâtonnier, messieurs, armé de son calepin et de son Kodak, un brocanteur de bas étage, aux talons usés, aux pantalons élimés, a parcouru la ville et la contrée. Il a noté tout ce qui lui paraissait antique et a communiqué ses découvertes à son correspondant à New York. Des merveilles de notre architecture, universellement connues, visitées et décrites, sont chaque jour arrachées du sol français pour être exportées vers d'autres continents. Certes, il est nécessaire que quelques-unes de nos plus belles œuvres aillent au loin servir d'ambassadrices de notre goût et de notre civilisation. Ce qui, par contre, devient intolérable, c'est qu'avec méthode, l'étranger vienne défigurer chez nous ce que le grand Ruskin appelle le visage aimé de la patrie. Hélas, messieurs, c'est pourtant le triste spectacle que se déroule devant nos yeux. Jadis, on détruisait parce qu'on ne savait pas. Aujourd'hui, on détruit parce que l'on apprécie à sa valeur vénale, ce qui a surtout une valeur d'âme. N'allez plus à Sens pour revoir les grandes fenêtres flamboyantes du réfectoire des Jacobins, devant lesquelles Jacques Clément, ce moine demi-fou, méditait déjà l'assassinat du roi Henri III. Ces ouvertures aériennes ont été vendues 20 000 francs à une grosse dame américaine qui doit en éclairer une salle de musique. La porte d'Abbeville vient de quitter sa cour François Ier pour une destination inconnue. L'escalier gothique, qui élevait si pittoresquement ses 3 étages de boiserie dans une cour de Morlaix, se trouve aujourd'hui intégralement dans un musée de Londres entre un projecteur électrique et un radiateur de chauffage central. À Villeneuve-les-Avignon, vous ne retrouveriez plus la Belle Croix, elle est depuis 5 ans à New York, et c'est un miracle si l'ancienne abbaye de Moissac conserve encore ses remarquables fresques du XIIIe. Ainsi,
en biffant des guides, ce qu'on ne peut plus voir chez nous, on écrirait toute l'histoire de notre art français et la liste serait longue des pertes irréparables qu'a subies notre pays. Je lis ces lignes et je pense au Bénin. Bien sûr, il ne faut pas tout confondre. Ne pas mettre sur le même plan le démantèlement par les fanatiques nazis des collections formées à la fin du XIXe siècle par les familles juives patriotes d'Europe menées dans un contexte général de persécution raciale, et le transfert des musées publics d'Italie ou d'Allemagne dans la France révolutionnaire et napoléonienne, opéré au nom d'idéaux comme la liberté, l'instruction publique ou les progrès des arts et du savoir. Il ne faut pas confondre la spoliation du peuple arménien après 1915 et le brocanteur armé de son calepin, de son Kodak et de ses dollars qui, à peu près à la même époque, écume les provinces françaises à la recherche de bonnes affaires. Il ne faut pas confondre, évidemment, les pillages sanglants des guerres coloniales et les campagnes de fouilles archéologiques du XIXe siècle. L'histoire culturelle du patrimoine artistique en Europe et la question des restitutions, qui lui est intimement liée, doivent toujours accorder une attention minutieuse au contexte historique, politique, culturel, idéologique, symbolique dans lequel s'opèrent les déplacements, à la singularité de chaque cas. Il en va de leur crédibilité même. Il ne faut pas tout confondre donc. Mais il ne faut pas craindre non plus de prendre à bras-le-corps les sujets qui fâchent. Prendre à bras-le-corps l'histoire d'or et de plomb des patrimoines artistiques en Europe du XVIIIe au XXe siècle et le faire aujourd'hui depuis Paris, depuis Berlin, depuis Londres, depuis le Collège de France qui est le plus beau et le plus libre et le plus digne lieu pour le faire, c'est d'abord et avant tout se livrer à un travail d'introspection. Cette introspection patrimoniale en Europe est la première marque d'amitié et de respect que nous pouvons donner, me semble-t-il, à ceux qui nous ont tant enrichis. Introspection n'est ni flagellation, ni radiation, ni précipitation confuse à restituer des choses dont certains peut-être, y compris hors d'Europe, pensent que pour l'instant, elles sont très bien ici. L'introspection, c'est l'effort qui consiste, collectivement, à rattacher ces objets dans nos musées à l'histoire de leur venue chez nous et à ceux qui vivent aujourd'hui là où ils étaient hier. C'est donner à voir et à penser la part encombrante de notre histoire d'Européens à qui tout est venu. C'est prêter une attention constante et critique aux voix de tous ceux qui, à l'intérieur de l'Europe et à l'extérieur d'elle, instrumentalisent le patrimoine à des fins politiques. En somme, c'est tenter de faire ce qu'Achille Mbembe nous propose, je cite, « traverser une multiplicité de lieux de manière aussi responsable que possible, comme les ayants droit que tous nous sommes, mais dans un rapport total de liberté et, là où il le faut, de détachement. » Dans ce processus, je cite toujours Mbembe, qui implique de la traduction, mais aussi du conflit et des malentendus, certaines questions se dissoudront d'elles-mêmes. Émergeront alors, dans une relative clarté, des exigences sinon d'une possible universalité, du moins d'une idée de la Terre comme ce qui nous est commun, notre commune condition. En matière de patrimoine, la ligne de partage n'est pas entre nous et les autres, elle est entre les immortels, c'est eux, et les mortels, c'est nous. Je vous remercie.